parti. Alors merci d'être là un lundi matin, si tôt, pour parler de ces sujets. Bonjour, vous êtes Vincent ? Oui. Eh bien super, bienvenue. Non, c'est bon, on y va, on commence. Je vous invite à vous installer, je vais prendre vos affaires peut-être. Bonjour. Voilà, c'est convivial, hein, vous voyez. Bienvenue. Peut-être je peux prendre votre manteau, pas un souci. Hop. Non, 10 heures. Ah oui, vous avez bien fait d'arriver un peu en avance du coup. 10h30, vous auriez un peu loupé le truc. Enfin bref. Donc, on est réunis là ce matin pour parler d'intelligence artificielle, de blockchain et tech for good. C'est un petit peu des mots qui sont galvaudés et qu'on entend un petit peu dans la presse. On voulait explorer ces sujets-là avec vous, alors merci d'être là. En général, on essaye de faire l'échange le plus fluide possible entre les speakers et puis avec vous aussi. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de parler, de poser des questions, d'apporter un témoignage. Hello. Alors donc, ces questions de blockchain, d'intelligence artificielle et tech for good. Internet a 30 ans, comme vous le savez. On a fêté l'anniversaire, enfin on fête l'anniversaire cette année. Et nous avons la chance d'assister à des changements majeurs et finalement on peut être acteur de ces changements, c'est ce que vous faites au quotidien. Alors est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire ? Qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qu'on est en train de redéfinir ? On a 30 ans d'avancée technologique au service de qui et de quoi ? La mise en réseau des informations, des personnes virtualisées, c'est le berceau de l'intelligence artificielle. Quel va être le slogan des prochaines années ? Comment faire pour que ça ne soit pas « l'ancien monde est mort, vive l'ancien monde ». Il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu presque un an jour pour jour, le 23 mai, le sommet Tech for Good à l'Elysée. Une lettre des fondateurs de Hello Asso, peut-être que vous connaissez cette plateforme de crowdfunding, Ismaël et Léa qui ont créé cette plateforme, titrait donc dans Libération « Être Tech for Good, c'est d'abord se préoccuper de l'impact social de l'innovation, de sa capacité à être mise au service de l'humain et des enjeux globaux de nos sociétés. C'est mettre la technologie dans les mains des plus fragiles comme Emmaüs Connect, Synga ou Base Impact, la rendre libre et non propriétaire comme Framasoft ou Quant, partager son savoir-faire comme Simplon. Monsieur le Président, vous avez les premiers de cordée de la Tech for Good sur votre territoire, mais vous semblez leur préférer ceux qui ne souhaitent tenir la corde qu'à condition que ça leur soit rentable, puisqu'en fait, pour information, ils recevaient Facebook, etc. Où seront les alternatifs à cette réunion, les militants, celles et ceux qui, en France et ailleurs, changent déjà la donne grâce à leur engagement ? Pour des discussions autour de l'agriculture durable, votre invité d'honneur sera-t-il Monsanto ? Et donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui reste de la Social Good Week, qui était une semaine pour humaniser Internet ? Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vos projets s'inscrivent dans cette dynamique de l'innovation ? Terme donc galvaudé lui aussi, hein, l'innovation à toutes les sauces. Comment est-ce qu'on qualifie le changement et surtout la dynamique, le mouvement qu'il implique ? Donc Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le lien entre la recherche et l'entreprise privée ? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et votre quotidien ? Alors, il faut prendre le micro. Qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne très bien. Eh bien, bonjour à tous, oui, donc Thomas Sialam, je suis chercheur à la fois à l'université, à la Sorbonne Université, et chez Recital, qui est une start-up. Aujourd'hui, on est 20 personnes, elle existe depuis 2 ans, où on vend des produits B2B, donc aux grands groupes, Natixis, Patience, Société Générale, liés au langage, notamment pour aider à traiter les mails. On a tous beaucoup trop d'emails. Et en même temps, du coup, on fait beaucoup de recherches fondamentales. On publie dans les conférences internationales, là où Google, Microsoft, l'INRIA en France, la France est très très forte en recherche, publie. De ce point de vue-là, par rapport à ce qu'on disait, il y a un lien entre, aujourd'hui, en intelligence artificielle, je pense qu'il y a plusieurs choses particulières avec l'intelligence artificielle, la recherche, le privé. C'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité que la recherche privée est en avance peut-être sur la recherche publique. 99% des chercheurs en intelligence artificielle sont vivants en fait. C'est un domaine qui est tout nouveau. C'est Google, Facebook, les GAFA, en Chine, les mêmes grands groupes qui financent énormément la recherche.
et elle est énormément ce qu'on appelle open source. On a parlé tout à l'heure de Framasoft, etc. Tous les papiers de recherche de Facebook, notamment grâce à le directeur de la recherche fondamentale Facebook, Yann Lequin, qui est français et qui vient d'avoir l'équivalent du prix Nobel en informatique, le prix Turing, avait décidé, lorsqu'il a été appelé par Mark Zuckerberg pour fonder ce centre de recherche, de dire tout ce qu'on fera ici est open source. Et c'est-à-dire que nous, chez Recital, on peut utiliser leur technologie. Les papiers de recherche qu'ils publient, on peut les lire et les utiliser. Et nous, de la même façon, chez Recital, on fait la même chose. Et c'est aussi peut-être pour ça que, comme tout le monde communique beaucoup plus qu'avant, tout le monde rend libre ses travaux de recherche, c'est peut-être aussi ça qui explique la rapidité de la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui. Et alors, votre quotidien, comment est-ce qu'on arrive à faire vivre ensemble de la recherche fondamentale, scientifique, et une société économique avec un but de rentabilité obligatoire? Alors d'abord, faut écouter le client, avoir une idée qui lui convienne. On a trouvé, nous, les mails, c'était un vrai problème. Recital, TAL, c'est pour traitement automatique du langage. Donc c'est un peu l'art de faire comprendre aux machines le langage humain. Et pour comprendre un mail et réussir à le traiter de façon efficace, il faut le comprendre. Et c'est aussi une façon de se positionner par rapport à la concurrence, vu que c'est un domaine qui avance très très vite. Cette année, en langage, il y a eu des révolutions scientifiques qui font qu'on peut, pour faire simple, avant, au lieu d'utiliser 50 000 mails, aujourd'hui, avec 500 mails en exemple, on a le même résultat. Quand je dis exemple, c'est parce qu'on travaille sur du deep learning, du machine learning. Donc c'est des algorithmes qui apprennent en regardant des exemples. Et donc évidemment, il faut beaucoup de données. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui permettent, avec beaucoup, beaucoup moins de données, d'avoir des résultats encore meilleurs. Et donc, pour rester compétitif, et pour pas avoir demain une société également qui arrive et qui dise on fait encore mieux, il faut rester à l'état de l'art en termes de recherche. D'accord, ça veut dire que les cellules recherche et développement habituelles qui restaient dans les entreprises, dans les grandes entreprises, qui restaient dans l'entreprise, aujourd'hui sont complètement ouvertes sur le monde. Et ça, c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, chez Google, il me semble que l'équipe recherche intelligence artificielle est placé juste à côté du CEO. C'est devenu à part entière. Et la relation entre la recherche, l'ingénierie, le développement et la mise en place dans la production est en train de passer d'un... Autrefois, on mettait 2 ans avant de mettre un peu de recherche en production. Aujourd'hui, c'est en train de tomber à 2 mois, si c'est pas bientôt 2 semaines. Est-ce qu'on peut considérer que la frontière entre science et marketing commercial est en train de se fondre? Entre science et marketing commercial. C'est-à-dire marketing commercial. Ce que je vois aussi, ce que j'observe sur d'autres secteurs d'activité, par exemple, des gens comme TF1, le groupe TF1 fait appel à l'ENS, par exemple, pour... voilà. Oui, ce qui est vrai, je pense, là-dessus, c'est que aujourd'hui, plus que, vous le savez tous, avec Internet, avec l'informatique, avec les réseaux sociaux, on a plus de données que jamais. Et donc, en fait, des algorithmes prédictifs grâce aux données qu'on a, permettent d'avoir une approche beaucoup plus précise et personnalisée, et donc de faire du marketing. Disons que la science aujourd'hui a plus que jamais un rôle pour faire du marketing prédictif. D'accord. Ok, merci. Du coup, Amine, est-ce que vous pouvez nous expliquer de votre côté comment ça se passe chez Dataswati? Oui, je peux. Et puis votre parcours aussi. Donc bonjour, Amine Baleni, donc je suis cofondateur de Dataswati. Dataswati existe depuis bientôt 3 ans et ça fait 9 ans que je fais de la data science. Donc j'ai vu pas mal d'autres sujets en dehors de l'industrie. Et en fait, le Dataswati est né d'une volonté d'amener justement les innovations technologiques, donc on a parlé de deep learning par exemple, de machine learning, chez les opérateurs industriels qui sont aujourd'hui donc sur les chaînes de production. Ils sont en train de triturer plusieurs paramètres, en train de gérer un certain nombre de choses pour essayer de piloter des processus. On est sur des processus assez complexes, donc on est plutôt sur de l'agroalimentaire, de la station d'épuration, ce genre de choses. Donc le problème dans ces processus-là, c'est que on ne sait si on a bien fait que quelques heures à quelques jours plus tard. Donc l'opérateur n'a pas forcément de visibilité.
Et donc toute la question, ça a été de dire comment est-ce qu'on transforme une innovation technologique comme le deep learning, qui est en fait juste une application mathématique où on va optimiser des réseaux de neurones, etc. Donc ça reste abstrait, ça reste mathématique. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait ce transfert entre une innovation technologique et un usage chez des gens qui ont des besoins, qui ont des frustrations aussi tous les jours dans leur métier. Voilà. Et donc nous, la solution qu'on apporte, c'est qu'on va essayer de modéliser justement ces processus, mais sans écrire les équations, à partir des données. Et en fait, tous les constats qui ont été faits avant, on a les mêmes. Hein, donc, on est dans un écosystème ouvert, il y a des interactions avec différents acteurs. Nous-mêmes, on est implanté sur le plateau de Saclay. Par exemple, on enseigne ici à Centrale en 3e année justement l'innovation d'usage et pas l'innovation technologique. Aujourd'hui, ça va tellement vite, l'innovation technologique va tellement vite que il faut suivre sur différents plans. Notamment on parle de Tech for Good. Alors, j'interviens aussi à titre personnel dans les assurances pour du conseil. Et en fait, faire de l'innovation d'usage, mais aussi s'assurer de border la technologie pour ne pas avoir des abus, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, au-delà de juste se dire je vais déployer, par exemple, du deep learning, encore une fois, qui est le sujet à la mode aujourd'hui. Il y a un certain nombre de questions qui vont émerger suite à ça. Et effectivement, ça va très très vite. On revient encore une fois sur l'aspect Tech for Good, on peut parler de l'aspect éthique. Le législateur a du mal à suivre aujourd'hui, on voit des cas extrêmes, encore une fois, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on oublie que en fait, ce intelligence, c'est là où on veut aller. Aujourd'hui, les algorithmes sont, enfin, de mon point de vue, tout sauf intelligents. C'est de l'optimisation bête et méchante. Et forcément, quand on va optimiser sur certains aspects qui touchent à l'humain, on peut avoir on peut observer justement des comportements, enfin des cas extrêmes comme les fameuses bulles d'information, le fait de pousser des contenus extrêmes sur des plateformes comme YouTube, etc. Voilà, donc c'est tout ça pour simplifier encore une fois, voilà, il y a une innovation technologique, il y a un certain nombre de choses qui en découlent et il faut faire attention à tout ça en fait. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce traitement des données, de cette optimisation pour l'industrie, mais au final aussi pour l'humain, pour nous? Oui, en général, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est pas remplacer des actions complexes, on est vraiment sur apprendre à faire de la prédiction d'informations très spécifiques, ou alors c'est appliquer des tâches très spécifiques. Donc nous, par exemple, dans le cas de l'industrie, hein, l'offre la plus simple, c'est simplement de faire ce qu'on va appeler de la métrologie prédictive, c'est-à-dire être capable de prédire une valeur qui n'est pas là. C'est-à-dire l'opérateur, il va avoir sa mesure qualité dans 2 jours, parce que ça doit passer par un laboratoire, etc. Mais dans 2 jours, en fait, il a déjà fini ce qu'il avait à faire. Donc ce qu'on veut, c'est être capable de lui donner cette valeur, mais avant qu'elle ait été mesurée. Ça, c'est un exemple basique. On peut aller sur des choses plus complexes. On peut, par exemple, aller se dire, il y a la voiture autonome. Ce qu'on veut, c'est avoir une voiture qui soit capable de conduire. En fait, ce qu'on va optimiser, c'est simplement le fait de tourner à droite ou à gauche dans certaines situations, parce qu'on veut décharger l'humain d'un certain nombre de charges cognitives, en fait. Mais à aucun moment, on va avoir un algorithme qui va être capable d'avoir un recul sur ce qu'il fait, ou de se dire, tiens, en fait, je conduis une voiture, finalement, je vais aller jouer aux échecs, ou ce genre de choses. Mais à l'échelle de l'industrie, rendre une voiture autonome, ça met les chauffeurs de taxi au chômage. Sur une chaîne de montage, ça met peut-être un certain nombre d'ouvriers au chômage aussi. Alors sur la chaîne de montage, nous, de notre point de vue, non. Clairement, on a vraiment besoin de l'intelligence humaine. Il y a plusieurs raisons, je vais me concentrer sur une seule, qui est que, en fait, on apprend des données. Ça veut dire que on apprend un certain nombre de situations, et forcément, quand on va être dans des cas extrêmes, l'algorithme va être perdu. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses beaucoup plus compliquées, on pourrait rentrer dans les détails, mais je prends vraiment le cas le plus simple et le plus basique. Si on a vraiment une anomalie extrême, un être humain, il va se dire, bon, là, il se passe quelque chose, je vais aller peut-être poser une question qui ne rentre pas dans mon cadre normal, je vais aller voir, etc. Donc l'être humain a une vraie autonomie vis-à-vis d'un cas extrême, alors que l'algorithme, il va continuer à tourner de façon bête et méchante, il ne saura pas forcément prendre en compte un cas qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir. D'accord, donc sur les tâches, même les plus basiques dans une entreprise, dans l'industrie, l'intelligence artificielle va juste augmenter la capacité de production
mais pas remplacer Ouais. l'intelligence humaine. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on ne pousse pas, par exemple, pour automatiser quoi que ce soit avant d'avoir vraiment mis en place un certain nombre de s'être assuré de la robustesse d'un certain nombre de choses, etc. Parce que, encore une fois, voilà, on sait qu'on va être bon 95% du temps, et on sait qu'il y a 5% du temps où, clairement, il ne faut pas compter sur l'algorithme. D'accord. C'est... Ok. Et alors vous, Fatma, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez mis vraiment l'intelligence artificielle dans votre logiciel et comment il peut permettre à des jeunes de trouver leur voie? Nous, on est vraiment parti de ce qui se fait de mieux en matière d'orientation scolaire et professionnelle, parce qu'on voulait répondre à une problématique: comment aider efficacement beaucoup de jeunes en France à trouver leur voie, à trouver des métiers et des formations qui leur correspondent. Ils étaient plus de 71% à déclarer avoir été mal conseillés, mal orientés au lycée. Je pense qu'on connaît tous cette problématique. Et après des mois où on était avec eux, leurs parents, les professeurs, les coachs, des psychologues, etc., on s'est rendu compte que finalement, le meilleur accompagnement, c'était l'accompagnement humain, qui permet, à travers différents rendez-vous, de se poser les bonnes questions pour savoir qui on est, ce qu'on aime faire en première étape, donc mieux se connaître. Ensuite, une partie plus exploratoire sur la découverte des métiers. Et enfin, s'interroger sur nos propres critères de formation pour trouver la bonne école, la bonne manière de se former pour arriver à ce métier et concrétiser son projet professionnel. Donc finalement, l'idéal, c'était l'humain. Cet humain avec la bonne dose de neutralité, la bonne dose d'empathie, la bonne dose de savoir, la bonne dose de je donne confiance aux jeunes. Et donc aujourd'hui, notre problématique chez Hello Charlie, c'est comment inventer ce modèle qui peut s'adresser à tout le monde de façon accessible, parce que ce coach humain, il a un coût élevé. L'idée, nous, c'est vraiment d'impacter tout le monde, que tout le monde puisse profiter de ce meilleur accompagnement à l'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, on est toujours à la recherche de ce modèle hybride, toujours entre le robot et l'humain, pour que l'humain vienne apporter toute son intelligence au robot, qui est là pour poser des questions. Face à ces questions, j'ai des résultats. Comment je peux interpréter mes résultats? Est-ce que je peux les interpréter tout seul, ou est-ce qu'il me faut un coach pour les interpréter? Donc, le coach vient intervenir 30 minutes pour apporter la bonne dose d'empathie et de savoir en plus de la machine. Donc, voilà, donc on est encore en train de créer ce modèle. Donc, aujourd'hui, on a un chatbot qui est 100% automatisé, qui fait une grande partie du travail humain. Et l'humain vient derrière compléter pendant 6 semaines à travers différentes pratiques, jeux, questionnaires et échanges avec le jeune pour mieux concrétiser son projet professionnel, faire en sorte qu'il l'assume, etc. Donc nous, on a une vocation claire qui est l'impact social, c'est comment toucher tout le monde pour faire que tout le monde soit heureux dans son job. Donc on est à la recherche de cette ikigai. Et finalement, on a commencé par les jeunes de 16 à 24 ans, mais bientôt on pourra toucher tout le monde, mais c'est de la recherche, c'est de la pratique, c'est des tests, c'est travailler en focus group et toujours améliorer nos modèles qui sont loin d'être parfaits. Et l'humain est clé dans ce processus et jamais on pourra se passer de l'humain. Et c'est pas notre vocation que de remplacer les conseils d'orientation dans les lycées. Ok. Et Hello Charlie existe depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et comment est-ce que vous arrivez à financer la recherche? Parce que c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. On lève des fonds pour faire de la R&D. On est carrément rentable, on paye des impôts et tout cette année. J'ai mal piloté ma boîte. On est rentable parce que voilà, on fait des partenariats avec des institutions, des organismes de formation, Pôle emploi, les CCI, les CMA, les collectivités locales, des gouvernements. On travaille avec plein de gouvernements pour compléter finalement le travail des conseillers d'orientation dans les lycées, des conseillers d'orientation dans les CCI. Voilà. Donc on est là en plus, en complément, et donc on est payé directement par ces partenaires avec qui on co-construit nos modèles. Donc on profite aussi de l'expertise de nos partenaires pour construire à chaque fois nos modèles. C'est beaucoup de sur-mesure quand même. Et donc on est rentable sur notre activité et on lève des fonds pour financer notre recherche. Donc là, en 3 ans, vous avez accompagné combien de jeunes? On a accompagné plus de 40 000 jeunes en 3 ans. En France et à l'étranger? En France et un peu à l'étranger. C'est globalement des jeunes qui veulent faire leurs études en France, donc ça vient aussi des pays francophones. Et vous êtes combien dans la société? On est 10 personnes et dans un mois, 20. Parce qu'on a levé. En 3 ans, bravo. Ouais. Ok. Et Vincent, est-ce que vous pouvez aussi nous
nous expliquer la place de la créativité dans ce monde assez mathématique et assez froid, entre guillemets, quand on parle de rentabilité. Bien, alors, comment aborder les choses? Alors déjà, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste de l'IA, encore moins de la blockchain, et très peu de la tech for good. Néanmoins, quand j'entends... Je suis designer, enfin j'étais designer jusqu'à il y a encore peu de temps, et actuellement je dirige le Design Spot, qui est le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Et quand on est designer, on a toujours une espèce de volonté de projeter les choses. On regarde rarement derrière soi et on regarde toujours plutôt devant. Et quand j'entends parler d'IA, de Tech for Good, donc la science ou la technologie pour le bien commun, je suis obligé de me poser la question de l'intelligence et d'observer un peu aussi notre entourage et ce qui se passe actuellement. Or, ça ne me rassure pas vraiment parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dirigés par des gens qui sont extrêmement intelligents. Enfin, c'est un fait, quoi. C'est comme ça, et c'est les meilleurs, quoi. C'est ceux qui sont sortis des meilleures filières. Ils arrivent dans les postes à responsabilité les plus importants, que ce soit dans le domaine des gouvernements, que ce soit aussi dans le domaine de l'économie ou dans le domaine des grandes entreprises. Donc on devrait être rassuré d'une certaine façon, puisqu'on a les gens qui sont les plus capables. Pourtant, ça ne marche pas si bien que ça quand même. Il y a toujours des crises économiques, il y a toujours des guerres, il y a toujours des choses qui se déroulent pas bien. Voilà. Donc ça pose la question de l'intelligence. C'est-à-dire que si nous sommes dirigés par des gens qui sont factuellement quand même très forts, quand on peut les approcher, on se rend compte de la qualité de leur puissance cognitive, quoi. Enfin, ils sont un sacré calculateur et c'est vraiment très très impressionnant. Et pour autant, on a des crises économiques, on a des guerres, on a tout ça. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, fondamentalement avec l'intelligence. Et je pense que le point, c'est que nous considérons quelqu'un comme intelligent qui, et demain, nos intelligences artificielles peut-être, hein, nous considérons quelqu'un comme intelligent à partir du moment où il sait faire preuve de rationalisme, un esprit cartésien, rationnel, grosse capacité d'analyse, etc., etc. Des modèles d'ailleurs qu'on peut retrouver probablement dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, ça suffit pas. Je me rappelle un discours, je ne sais pas si vous avez entendu le discours de Chaplin dans Le Dictateur, qui est un discours fabuleux. À un moment donné, il dit nous pensons trop, nous ne ressentons pas assez. Voilà, c'est à mon avis, en deux mots, tout est là. Et je crois que un humain, pardon, parce que maintenant homme c'est donc un humain. Je pense qu'un humain n'est complet que quand il a cette capacité donc de pensée rationnelle, cartésienne, etc. Équilibrée avec aussi cette faculté de ressentir les choses. Et ressentir les choses, c'est l'intuition, ce sont les émotions, la sensibilité, tout ce qui se rapproche aux disciplines créatives. Et je dirais que si l'intelligence artificielle est calquée sur notre intelligence rationnelle cartésienne et qu'elle fait ça 100 fois ou 1000 fois plus, ben j'ai encore 100 fois ou 1000 fois plus peur, quoi, en gros. Et c'est pour ça que j'écoutais vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, en revanche, si cette intelligence artificielle un jour est capable d'empathie, là, ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Mais pour y arriver, je crois qu'il faut écouter d'autres... on n'a pas besoin simplement d'avoir des compétences scientifiques. Il faut, je crois, écouter des philosophes, il faut écouter des artistes, il faut écouter des sociologues, des anthropologues, des designers, pourquoi pas aussi, de façon à ce que cette intelligence se développe, on va dire, pour le bien commun. Et oui, mais là, ce que vous interrogez aussi, c'est le système métrique et le système d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, ce qu'on évalue, c'est... Pourquoi est-ce qu'on considère que nos dirigeants sont les meilleurs et les plus capables? Ils sont les meilleurs et les plus capables sur une grille d'évaluation qui est la même depuis des années et des années. Bien sûr, bien sûr. Donc peut-être que c'est ça aussi qu'il faut interroger. Ceux d'entre vous qui ont des enfants ou qui se rappellent de leur jeunesse, est-ce que les parents d'élèves ou quand vous étiez élève, est-ce que vous avez été convoqué par votre proviseur parce que vous avez des mauvaises notes en dessin, en sport, en musique, etc. Non, jamais. C'est pas important.
Non, c'est pas important. Par contre, hein, si vous avez des mauvaises notes en maths, en français, en histoire géo, alors là, vous faites laminer. Mais dans toutes les disciplines artistiques ou sportives qui développent la capacité de ressentir les choses, ça n'a aucune importance. C'est pas grave, vous pouvez être le dernier des nuls, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Dans ces matières-là, j'entends. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est... dès le début, dans un système de sélectivité hein, qui privilégie la répétition hein, des approches scientifiques. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose sur le fond. C'est peut-être un truc à changer. J'en suis convaincu. Et quelles sont vos valeurs fondamentales, enfin, vos valeurs, les valeurs de la société que vous représentez? Ou non ? Allez-y, de chacun. Alors, moi, j'ai 3 valeurs qui sont vraiment très importantes, et d'ailleurs qui vont résonner un peu peut-être avec ce que j'ai dit. Une des valeurs fondamentales, je crois, c'est alors la première, c'est l'écoute. Quand on est capable d'écouter, pas simplement d'entendre, hein, d'écouter son entourage, bien la plupart du temps, cette capacité d'écoute développe aussi la capacité d'empathie. Parce que quand on est capable d'écouter, on est capable de comprendre ce qui se passe autour de soi. Mieux comprendre ce qui se passe autour de soi. Et donc, l'écoute développe le respect et l'empathie, je crois. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important. L'écoute permet aussi d'augmenter son savoir. Et augmenter son savoir, ça augmente la finesse de jugement, ça augmente la subtilité, la capacité de relativiser les choses. Il y a une deuxième valeur qui me paraît critique, c'est le courage. Parce que le courage, je respecte énormément les gens qui ont pu faire preuve de courage dans leur vie, je trouve ça extraordinaire. C'est tellement dur. Pourquoi j'accorde autant de valeur au courage? Parce que c'est ce qui permet d'oser, c'est ce qui permet de prendre des risques, et quand on n'ose pas, quand on ne prend pas de risques, on n'avance pas, on ne progresse pas. Voilà, donc ça, je trouve ça remarquable. Et puis peut-être une troisième valeur que je trouve, à mon avis, critique, c'est la sensibilité. La sensibilité dans le sens, sensibilité comme un capteur est sensible. Plus on est, et ça se développe, hein, ça se travaille, hein, c'est comme tout. Hein. Plus on est capable de faire preuve de sensibilité, plus on est capable d'avoir une approche subtile des choses, non simpliste. Et là, on commence, quand on a cette capacité d'appréciation subtile des choses, on commence à rentrer justement dans des valeurs qui sont, c'est celles qui permettent de progresser, de mieux comprendre, parce que pour bien agir, il faut agir subtilement aussi. Voilà donc les trois points qui me semblent majeurs. Ok, donc écoute, courage et sensibilité. Je vais faire un peu plus simple. Nous, on a la valeur qui est en fait à l'origine de la fondation Dataswati, c'est d'abord la technologie au service de l'humain et non l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas à l'humain de s'adapter à la technologie, c'est la technologie de s'adapter à l'humain. Et en fait, c'est très rafraîchissant d'entendre ce genre de propos, parce que justement, ces aspects d'écoute, d'empathie, etc., c'est des choses qu'on a dû s'approprier, nous, en tant qu'experts techniques. Et en fait, justement, je parlais tout à l'heure de faire le lien entre l'innovation technologique et l'innovation d'usage. Et forcément, on le fait en utilisant des outils du design, notamment le design thinking, que vous devez connaître forcément. Donc c'est vraiment des ateliers où ça commence d'abord par rassembler les gens et les faire se parler entre eux. Donc on part pas du tout de la technologie, on part d'abord des gens. Et on oblige des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler dans l'entreprise à venir s'asseoir et à parler ensemble pour vraiment comprendre c'est quoi le problème fondamental auquel on souhaite répondre. Et ensuite seulement on va venir chercher quelle est la meilleure façon de formaliser techniquement la question. C'est-à-dire qu'on a d'abord une question humaine, métier, etc. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien formalisée, comprise, on va voir comment est-ce qu'on va appliquer la technologie pour y répondre. Souvent, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises le faisaient dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt vouloir pousser une technologie parce que c'est à la mode, donc c'est du techno-push, et en fait c'est à l'humain de s'adapter. Voilà, on connaît tous un exemple ou deux de ce fameux logiciel qui a été implémenté, qui n'est utilisé par personne, même s'il est merveilleux techniquement, parce qu'en fait ça a été décidé par en haut, on a décidé de le pousser, mais finalement l'utilisateur final, lui, il n'a jamais été consulté, et puis il doit le subir. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là, donc, voilà, donc je rejoins complètement à ce qu'on camarade a dit. Et donc c'est vraiment cette notion de
il y a des solutions technologiques qui font des choses très spécifiques. Voilà, par exemple, donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en fait, c'est des algorithmes de machine learning qu'on optimise sur des tâches bien spécifiques. Et la vraie question, c'est pas est-ce que je veux faire de l'intelligence artificielle ou de la blockchain, hein, parce que c'est le même raisonnement pour la blockchain, c'est plutôt comment je vais aider quelqu'un, et ensuite, comment est-ce que mes nouvelles innovations technologiques peuvent répondre à des questions auxquelles on ne répondait pas jusqu'à présent. Et alors les valeurs? Les valeurs. La première valeur, moi, je pense que ça serait l'empathie. Je voudrais juste revenir sur 2-3 choses, et parce que je m'inscris pas mal dans ce que tu viens de dire. Le fait de mettre d'abord l'humain au centre, c'est ce que vous avez tous les deux dit. Alors, avec quand même 2-3 bémols, hein, le fait de donner de l'empathie à la machine, je ne sais pas si c'est nécessaire et je ne sais même pas si j'en ai envie. En revanche, là où je suis d'accord, c'est de donner à tous les humains qui, eux, développent de l'empathie, une technologie qui a un potentiel, et du coup de le mettre dans les mains d'humains qui en font un bon usage, en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de tâches répétitives, fatigantes en entreprise. Le fait de mettre de l'intelligence artificielle dénuée de toute empathie pour réaliser ces tâches et les retirer d'humains, moi, ça ne me pose pas forcément de problème. Au contraire, vous savez qu'au début du XXe siècle, le temps libre dans la vie d'un humain, c'était 10%. Le 90% de la vie d'un humain, c'était travailler. Du temps libre, en dehors de dormir, etc. Aujourd'hui, c'est 60% en France. Si on peut avoir plus de bon temps et plus de temps libre grâce à des technologies comme ça, bah, moi je suis plutôt pour. Alors, oui, je suis d'accord aussi. On parlait de remplacer des emplois. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Là, aujourd'hui, il y a une vraie question. On parlait de remplacer des emplois. Non, il y aurait toujours des porteurs d'eau, quoi, sinon. Vous avez entièrement raison. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas encore la formule magique. Totalement. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre quand on sait que Netflix utilise 15% de la bande passante mondiale? Netflix. Oui. Ça ne permet pas d'augmenter l'intelligence. Et je pense que c'est une vraie question. Mais je pense que le problème est mal posé quand on dit que c'est l'intelligence artificielle supprime des emplois, la technologie supprime des emplois. La vraie question, c'est on va avoir plus de temps libre et c'est génial. Qu'est-ce qu'on en fait, effectivement? Et donc, quel est le moyen? Et également, mais ça va avec la redistribution des richesses, la distribution du temps libre, toutes ces questions. Mais donc, c'est vraiment et c'est aussi pour ça qu'on fait ces interventions. Pour en faire, moi, c'est ma volonté, c'est d'en faire prendre conscience à tout le monde que c'est pas un problème de technologie, c'est un problème politique de qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et vous faites mal les valeurs pour avoir fondé Hello Charlie? Nos valeurs, elles parlent directement aux jeunes, en fait, auxquels on s'adresse. C'est une question d'égalité, peut-être? C'est une question de confiance, surtout parce que on a une grande foi en eux et on est admiratif de cette jeunesse, et ils sont forts parce qu'ils sont jeunes, ils peuvent tout parce qu'ils sont jeunes, ils sont admirables parce qu'ils sont jeunes, et cette jeunesse, c'est une grande liberté et c'est une grande force, et on la voit s'exprimer lors des manifs sur le climat, et elle est capable de tout, et il faut lui faire confiance, il faut la respecter, il faut la traiter en adulte, il faut lui donner toute sa place, on lui donne pas cette place. Et donc c'est vraiment la jeunesse, quoi. S'il fallait qu'on soit un étendard de la jeunesse, on le serait. C'est cette foi inébranlable au potentiel des jeunes, et du coup qui se traduit après dans notre coaching. C'est tout coaching avec un jeune commence par cette question de confiance. C'est aie confiance en toi, et du coup écoute-toi. Tu sais au fond de toi, tu as une idée, tu as une piste ou quelques pistes, commence à les dérouler, à tirer le fil, et tu vas avoir confiance petit à petit, etc. Donc c'est un travail un peu, c'est de la maïeutique, hein, c'est essayer de les faire prendre confiance en eux pour écouter cette petite voix intérieure et faire en sorte qu'ils commencent à la tester, à l'expérimenter, à aller au bout, se tromper, recommencer, etc. Donc il y a ça, il y a la confiance en soi qui est très importante, il y a la bienveillance, c'est une posture du coach, et c'est fondamental, et on n'est pas assez bienveillants les uns avec les autres, et je viens de Lyon, donc à Lyon on est plus bienveillant qu'à Paris, mais en tout cas la bienveillance, ça manque beaucoup, et on devrait la mettre partout, à toutes les sauces, entre nous, en entreprise, entre les entreprises, dans nos sociétés, dans le RER.
Et quoi d'autre? Ouais, la liberté, quoi. La liberté. Confiance, bienveillance et liberté, avec Liberté, un projet profondément humain à la base. Oui, liberté. Moi, j'ai grandi en Tunisie sous le gouvernement de Ben Ali, où je devais surveiller chaque parole que je disais dans les cafés. Voilà, à propos de Ben Ali, je suis arrivée à Paris à l'âge de 18 ans, j'étais en prépa, tout le monde parlait à la cantine, j'étais là, mais ils parlent, ils disent des choses et tout, c'est incroyable. À la FNAC, quand je me baissais pour voir un livre sur la Tunisie, sur la dictature, je le cachais. Voilà, donc j'étais pas libre et j'ai rencontré cette liberté, je l'ai expérimenté le 14 janvier pour la Tunisie, c'était vraiment extraordinaire. Et donc, voilà, cette liberté, il faut en prendre soin, il faut la chérir et voilà, faut y faire attention, quoi. D'accord, ok, merci. Est-ce que vous avez des remarques, des témoignages, des questions? Non, vous êtes endormi, c'est ça? On vous a saoulé? Oui? Ouais, faut qu'on enregistre votre voix. Oui, bonjour à tous. Non, à la limite, j'avais une question pour vous, parce qu'à un moment, vous évoquiez Netflix en disant que ça accaparait 15% du temps libre. De la bande passante, techniquement de la bande passante mondiale, oui. Ah, de la bande... Mais en fait, vous suggériez que c'était quelque chose de complètement oisif, qui n'allait pas élever l'intelligence. Et du coup, je me demandais, vous, quel était votre point de vue sur l'intelligence et est-ce que vous ne pensez pas que, justement, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Créance, qui mettait en avant quand même l'importance de l'artistique, de l'ouverture d'esprit, etc. Bon, je ne dis pas que tout est purement artistique sur Netflix, mais est-ce que ça ouvre pas quand même un nouveau champ dans le créatif ? Eh ben moi, je pense que c'est une question de dosage et que passer son week-end ou ses soirées devant Netflix, c'est pas suffisant. À mon humble avis, on reste dans de la consommation et c'est hyper important de continuer à aller dans un musée, de diversifier ses sources de culture. Donc je pense que c'est une question de dosage. Et de diversité aussi, certainement. Merci. Si je peux compléter, alors moi je regarde pas beaucoup Netflix, j'aime pas trop parce qu'en fait on me sert toujours la même sauce quasiment avec des recommandations qui renvoient toujours plus ou moins vers des blockbusters, parfois des films un petit peu plus d'auteur, mais enfin globalement voilà. Et ça c'est sans doute, j'imagine, le résultat d'observation de mes comportements, de ceux de mes enfants, etc. etc. Donc on m'observe et puis on vient me servir ce que la machine pense va me plaire. Et ça me fait mal, quoi. Parce que j'ai pas envie qu'on observe ce qui me plaît. Moi, j'ai envie de découvrir des choses, quoi. Et je trouve que qu'on me serve une partie de choses qui vont me plaire, oui, parce que bon, ça fait plaisir. Et puis c'est aussi une façon de découvrir d'autres, enfin des diversifications, etc. Mais qu'il y ait une part d'aléatoire qui rentre aussi dans les choix me paraît critique. Parce que c'est de l'aléatoire que naît la surprise, que naît les découvertes, les réelles, les vraies découvertes, etc. Mais ça me le proposera pas, quoi. C'est ce qu'ajoutent aujourd'hui les chercheurs dans ce genre d'algorithme. Ouais, bah voilà, ça me rassure. Voilà, très bien. Mais parce que ça demande un effort cognitif aussi différent que l'on n'a pas besoin de déployer quand on est en consommation de contenu, que ce soit Netflix ou la télé ou n'importe quelle source de contenu qu'on va consommer comme ça. Il y a moins d'efforts cognitifs que quand on va chercher des choses qu'on ne connaît pas. C'est difficile d'aller vers l'inconnu. Oui, ça demande un effort, ça demande une forme de discipline aussi parfois. Et je pense que c'est nécessaire. Je voulais juste repréciser une petite chose. Sur mon intervention pourrait penser que je suis très critique vis-à-vis de l'IA et que finalement je me dis il faut mieux pas trop développer. C'est pas du tout ce que je pense, hein. Je dis simplement que tant que une IA sera calquée sur des modèles actuels, je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste cantonnée à des domaines dans lesquels, qui n'ont pas une prise directe sur la stratégique, je dirais, sur nos vies. Voilà, c'est ce que je dis. C'est un point qui, à mon avis, un point de surveillance majeur. Je me demande si dans certains cas, ça dérape pas un peu. Voilà. Voilà. Mais je ne suis pas du tout contre l'IA, au contraire. Hein. Je pense que ce sont des technologies fabuleuses, qu'il faut les développer. Mais il faut quand même les observer avec beaucoup de prudence, parce que justement, elles ont fondamentalement un travers, je crois. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, être assez rigoureux dans l'observation de leur développement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui, pardon.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de l'IA beaucoup en tant que substitut pour des tâches répétitives simples. Mais enfin, j'ai lu moi pas mal de choses sur la blockchain et notamment le fait que ça va aussi remplacer des professions extrêmement, enfin remplacer, je ne sais pas, mais en tout cas des professions très qualifiées comme les avocats, les notaires, voilà tous les contrats, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est et quelles sont les perspectives à ce niveau-là? Alors, je ne suis pas expert de la blockchain, mais je connais des gens qui travaillent dedans. Et en fait, c'est la même problématique qu'avec l'IA, parce qu'on a les mêmes discours avec l'IA. L'IA va remplacer les médecins, les avocats. En fait, encore une fois, ce sont des solutions technologiques qui répondent à des points très particuliers, notamment sur la blockchain. En fait, c'est juste une façon j'ai envie de dire de sécuriser une chaîne de quelque chose, une chaîne de ressources ou une chaîne d'action ou autre. Et je ne vois pas de remplacement là-dedans, je vois juste de la facilitation aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un ami qui a acheté un appartement il n'y a pas longtemps, le notaire a dû vérifier des choses, il y a passé du temps parce qu'il fallait qu'il cherche des documents, etc. Si c'était sous blockchain, il y passerait moins de temps en fait, et puis il pourrait passer à autre chose. Pour les avocats, c'est la même chose en fait, c'est un gain de temps sur justement ces tâches rébarbatives parce qu'on n'a pas la confiance, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, où c'est qu'il faut le chercher, etc. Et encore une fois, il faut bien se dire, c'est une innovation technologique qui répond à des points très particuliers. Et en fait, un métier comme avocat, notaire ou autre, c'est beaucoup plus que ça. Donc je reprends l'exemple j'ai vu récemment un tweet comme quoi les radiologues allaient être remplacés parce que l'IA arrive à diagnostiquer aussi bien, voire un peu mieux. Sauf qu'un radiologue, il fait pas que regarder des radios toute la journée. En fait, il fait des choses avant et après la radio. Donc c'est pas parce qu'on a un outil qui est capable de lire une radio que ça y est, les radiologues vont être remplacés. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est se dire, c'est vraiment des tâches très spécifiques et qui sont pas non plus celles qui sont les à plus forte valeur ajoutée. C'est juste qu'il faut les faire. Et puis si on a des outils qui permettent d'aller plus vite sur ces tâches-là pour que la partie un peu plus intellectuelle, créative, se dire comment est-ce que je vais résoudre un problème complexe. Ok, j'ai diagnostiqué, maintenant, ok, j'ai un problème, je vais le résoudre. Voilà, j'ai beaucoup plus d'informations, beaucoup plus rapidement, donc je peux passer plus de temps à réfléchir qu'à essayer de chercher des informations que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pour décharger, enfin je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment décharger sur des tâches bien spécifiques pour se concentrer sur des choses beaucoup plus complexes en fait. C'est là où on en est aujourd'hui en tout cas. Donc ça veut dire qu'il faudrait une cartographie du métier, par exemple, de notaire, une cartographie très précise de toutes les tâches qui sont faites par le notaire, celles qui sont transposables à la machine et celles qui sont de toute façon humaines, forcément. C'est ce que vous faites finalement, alors Fatma? Oui, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Et même au-delà des tâches et des activités, moi je vois toute la chaîne de valeur en fait. C'est vraiment une réflexion sur toute la chaîne de valeur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le paysage de l'orientation scolaire et professionnelle? Qu'est-ce que je peux automatiser pour adresser le plus grand nombre? Et qu'est-ce que je dois garder en humain ou en groupe ou en masterclass ou en collectif, etc. Le collectif, on ne le remplacera jamais, c'est sûr. Donc nous, on a vraiment cette réflexion sur la chaîne de valeur de l'orientation carrément et pas uniquement en tâches ou en activités. Donc on revient sur la métrique, finalement, et ce que chacun apporte, ce que l'humain apporte, ce que le robot apporte, enfin le processus robotisé. Oui, alors la chaîne de valeur, c'est vraiment, je ne peux pas m'empêcher de rebondir dessus aussi. La semaine dernière, on avait un entretien design et sciences au Design Spot qui avait réuni un scientifique, Marc Schanower, et puis une designer, Constance Guisset, qui dialoguaient sur... Constance Guisset et Marc Schanower. D'accord. Constance Guisset, vous la connaissez certainement, elle a designé notamment un espèce de chapeau. Ça vous dit quelque chose? Une lampe chapeau, ça vous dit rien? Je suis sûre que vous l'avez déjà vu partout. Oui, vous l'avez quelque temps. Enfin, vous allez sur Internet, vous faites Constance Guisset, puis d'un coup vous dites ah bah oui, j'ai vu ça. D'accord. Et la réflexion naissait des rapports entre l'IA et la création, et notamment d'ordinateurs qui sont capables de reproduire des toiles de maître à la façon de. Alors donc on montre une photo, c'est assez spectaculaire, et puis tout d'un coup, cette photo elle se transforme en un magnifique Van Gogh, et on regarde ça, on se dit mais putain, mais ça pourrait vraiment être du Van Gogh, quoi. C'est assez extraordinaire.
Donc à partir de là, on se dit mais waouh, jusqu'où va-t-on parce que même, on est dans le domaine de la quasiment artistique. Sauf que quand on décompose, on se rend bien compte que c'est pas une création originale. En fait, c'est à la façon d'eux, comme d'ailleurs à une certaine époque, il y avait dans les les grands maîtres florentins, etc. Il y avait Léonard de Vinci, puis il y avait des scribouillards derrière qui préparaient l'étoile, qui faisaient le machin, etc., etc. Je pense qu'on pourrait faire quasiment la même chose avec l'IA et le domaine de la création, c'est-à-dire que et par rapport à la question que vous posiez sur les avocats, les traducteurs, les assurances, etc., etc. Demain, les designers, les machines qui seront remplacées par des machines. On peut se dire que je pense, moi, personnellement, que oui, on va arriver à un moment donné à quelque chose de cet ordre-là, parce qu'en fait, il faut bien admettre, si on est un peu honnête avec soi-même, il faut bien admettre que dans le monde de la création, il y a beaucoup de copies. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une idée originale, dans le domaine de la publicité, par exemple, c'est exemplaire. Quelqu'un a tout d'un coup une idée, et puis tout le monde fait un peu, parce que s'est rendu compte que ça marchait, alors on fait un peu la même chose. Dans le domaine du design, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi ces phénomènes-là. Apple sort l'iPhone et puis tout d'un coup tous les téléphones se mettent à ressembler à des iPhones ou plein d'autres produits de la vie se mettent à ressembler à des iPhones. Donc il y a une créa, on peut sans doute penser qu'il y a une production IA, on va dire un peu bas de gamme peut-être, qui répond à certains besoins, notamment dans un contexte de pression économique, qui va répondre à certains besoins, qui va aller vite à la solution sur des petits sujets, on va dire, ou des sujets qui ne sont pas majeurs, mais par contre je crois que fondamentalement quand on voudra dépasser ça, aller vers des conceptions vraiment complètement nouvelles, j'ai le sentiment qu'on a encore de beaux jours devant nous en termes d'IA. En tout cas, quand j'écoute des spécialistes comme Mark Schonauer, je me dis, on a encore quand même quelques années devant nous. Voilà. Ça veut dire que l'IA peut sans doute nous décharger de beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée ou à faible niveau d'exigence. Et puis, la conséquence, qui peut être très très positive, c'est que ça peut nous permettre de nous recentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée ou avec des hauts niveaux d'exigence. Et là, c'est plutôt dans le sens de l'intérêt de notre quotidien, je pense. Et vous qui êtes venu ce matin, qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme information, comme idée sur ces sujets? Est-ce que vous connaissiez super bien les sujets? Est-ce que vous les expérimentez dans votre domaine perso, pro? Vous avez envie de partager un truc? Oui. Du coup, alors tiens, tu peux prendre son micro là si tu veux. Tu veux dire un truc? Bonjour, Marion Chiot, je travaille dans les ressources humaines sur la partie recrutement-formation, donc c'est pour ça que je suis venue. Parce que je pense que les RH doivent justement utiliser à bon escient l'IA, mais aussi dans la gestion en fait, des salariés, parce que effectivement ça va être super, on va libérer de tâches complètement chronophages, rébarbatives. À la fin de la journée, le salarié il se dit que finalement c'est pas bien passionnant ce qu'il a fait, mais du coup qu'est-ce que vous, chercheurs spécialistes, vous proposez justement d'accompagner depuis des années? Il y a des gens qui font ces tâches-là. On les forme à leurs tâches, à 2-3 choses, mais on les forme pas justement à passer dans un autre mode de fonctionnement. Si je vous écoute, ça va être super parce qu'on aura plus de temps pour réfléchir, pour développer, mais ça s'improvise pas du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que vous proposez justement pour accompagner ce changement et accompagner les entreprises parce qu'il va falloir repositionner beaucoup de salariés? Vous avez des réponses? Ma première réponse, c'est que le scientifique va proposer justement des outils pour permettre ça, mais c'est à l'ensemble des acteurs, y compris les RH, du coup, de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire du temps libre des salariés. Moi, en tant que scientifique, j'ai pas de réponse là-dessus précise, si ce n'est qu'à titre personnel, mon métier en dehors de la recherche, c'est énormément lire, me former en continu, m'ouvrir à des nouvelles choses. Et du coup, c'est peut-être aussi un peu autour de ça. J'ai l'impression aujourd'hui avec les MOOC notamment, le fait qu'on a accès à de la formation à grande échelle et de très très grande qualité, quasiment gratuitement. Peut-être qu'à ce niveau-là, peut y avoir des choses intéressantes à faire. Donc votre préconisation, c'est que le temps qui est libéré, on s'en sert pour augmenter l'intelligence humaine réelle, entre guillemets, et le potentiel humain. On augmente la ressource humaine en réalité. Alors, moi, je vais faire une réponse beaucoup plus directe parce que justement, c'est ce qu'on fait, je disais encore une fois, innovation technologique, innovation d'usage. Et on a mis justement en place des ateliers qui s'inspirent directement du design, puisqu'on a adapté la méthode du design thinking. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est essayer de créer
comment dirais-je, un changement d'état d'esprit avant tout. Là, par exemple, je suis en train de faire des expérimentations en ce moment même chez un assureur où on est carrément en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'innovation technologique. En fait, il s'avère que je fais du théâtre d'improvisation dans une autre vie, enfin en parallèle. Et en fait, dans le théâtre d'improvisation, on apprend une règle fondamentale qui est la règle du oui et. Qui est en fait comment est-ce qu'on construit ensemble quelque chose. Et en fait, on a monté justement des ateliers avec l'assureur pour faire le lien entre cet état d'esprit du oui et, qui est à l'opposé du oui mais, qui est en fait souvent ce qu'on a quand on essaye de faire de l'innovation dans une entreprise, c'est souvent oui mais. Et en fait, il faut d'abord basculer sur ce oui et ensuite cadrer l'effort collectif, donc vraiment avoir des ateliers tous ensemble. Encore une fois, je disais, on réunit les gens pour réfléchir ensemble et voir où est-ce qu'on peut aller. Et en fait, le point principal, encore une fois, c'est de ne pas partir de la technologie. En fait, il faut avoir un expert qui maîtrise la technologie, parce que c'est lui qui, in fine, va amener une solution. Mais il faut vraiment partir de la frustration des gens. Donc là, par exemple, vous êtes RH, vous allez avoir peut-être plusieurs frustrations. La première, la plus simple étant, j'ai plusieurs CV, lequel est le meilleur ? Je ne sais pas choisir, mais après c'est des choses beaucoup plus subtiles comme j'ai un talent, comment est-ce que je le fidélise, ou comment est-ce que je crée une dynamique d'équipe, etc. Et là, il faut d'une part spécifier vraiment la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, par exemple, je n'arrive pas à fidéliser. Donc il faut se dire pourquoi est-ce que je n'arrive pas à fidéliser, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui. Eh bien c'est parce que je n'ai pas une offre adaptée, etc. Dans ce cas-là, il faut que j'amène une offre adaptée, et c'est là qu'on fait en fait le jeu du oui et on va creuser, mais toujours en partant de la frustration initiale. Et ensuite, on creuse avec l'aide d'un expert technique qui, lui, va orienter cette co-construction vers les solutions technologiques existantes, parce que forcément, à la fin, on voit comme une solution. Et c'est comme ça qu'on arrive à un premier cas d'usage où on se dit, OK, j'ai une question qui est bien ciblée, et je sais que j'ai des solutions sur étagère que je peux déployer pour faire des premières expérimentations et valider. Et ça, c'est pas juste je débarque avec ma solution, c'est vraiment une démarche tous ensemble, c'est vraiment une démarche humaine. Hein. On peut pas, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait le faire autrement qu'en s'asseyant et en parlant. En fait. On est obligé de le faire comme ça. Et pour revenir sur la question des RH, il m'est arrivé dans des vies intérieures de recruter assez souvent. C'est toujours, toujours compliqué. Ouais, j'avais les gens qui sont RH, qui s'occupent de recrutement, je me dis, c'est quel travail, quoi. Mais il y a une chose qui m'a toujours troublé, c'est tellement difficile qu'on essaie de s'entourer d'outils. Alors il y a aussi là parfois des variabilités, des modes, la numérologie, alors pour prendre un des plus critiqués, la graphologie qui était quasiment systématique, mais qui je crois maintenant est en train de disparaître, voilà, mais qui était quasi systématique à une époque, enfin tout ça c'est pas pour se moquer, c'est simplement pour dire que c'est difficile, et quand c'est difficile, on a besoin de s'aider d'outils pour nous permettre de résoudre une solution. Puis les outils évoluent au fur et à mesure du temps, ce qui est normal. Parmi ces outils, on trouve aussi les lettres de recommandation. Moi, ça m'a toujours un peu perturbé, c'est-à-dire que ça me paraît, et quand on parle d'IA, il faut le voir également comme des outils qui sont qui peuvent être, très utiles, mais qui sont aussi très peu fiables parfois. C'est-à-dire que la lettre de recommandation, c'est typique. Quelqu'un dit, alors souvent, d'abord, elle est biaisée parce qu'on dit jamais de mal des gens, on est plutôt tendance à être sympa, d'une part, et d'autre part, elle ne veut pas dire grand-chose. Ça s'est très bien passé avec telle personne, dans tel contexte, dans tel type d'entreprise, avec telle ambiance, tel supérieur hiérarchique, tel collègue, tel subordonné, etc., etc. Mais vous prenez exactement la même personne, vous le changez de milieu, il va peut-être être nul, il va peut-être être mauvais, il va peut-être pas s'adapter, on ne sait pas. C'est pas parce que c'était bien avant que ça va être bien demain. Enfin, tout ça est complètement différent. Et la personne pourra réagir totalement différemment parce qu'elle est plongée dans un milieu complètement différent. Comment essayer de résoudre ça ? C'est pas. Enfin, moi, je pense que l'IA, encore une fois, on a de beaux jours devant nous. Hein. Le recrutement de quelqu'un, il y a un côté alchimique. Il faut sentir la personne, il faut essayer d'arriver. Et puis sentir, ça veut dire aussi se tromper parfois, mais comme la raison aussi nous trompe parfois. Il faut sentir la personne, c'est un côté un peu alchimique. Est-ce que ça va matcher avec les gens qui sont autour d'eux ? Est-ce que ça va matcher avec moi, avec l'entourage, avec le grand directeur du machin chose ? Est-ce qu'on sent les choses ou est-ce qu'on ne sent pas ? Enfin, cette notion d'empathie dont on parlait tout à l'heure me paraît critique dans le domaine des RH. Et là, j'arrive pas à voir...
enfin, je pense qu'il va falloir des décennies avant que l'IA arrive à notre capacité justement de ressentir les choses. Je crois qu'elle est encore très très loin du compte, même si les choses vont toujours plus vite qu'on ne pense dans le domaine des sciences. Mais... Moi, je reviens toujours sur ce que je sais, c'est les jeunes qui choisissent de faire des études en RH et même en terminale ou en première ou en seconde ou en troisième, ils savent dire qu'ils veulent faire des ressources humaines. Et quand on sait ce qui se passe, ce qui se cache derrière ce métier, il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup, voilà. Et donc, on essaie de leur dire, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ce métier? C'est pour aider les gens, communiquer avec les gens, faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur travail. Donc finalement, si l'intelligence artificielle peut aider à quelque chose pour transformer un petit peu cette fonction, c'est vraiment le fait que le RH a toujours sa porte ouverte pour communiquer, pour interagir, pour agir collectivement et ensemble. On l'a tous dit systématiquement, ensemble et collectivement. Enfin, je pense que c'est ça qui va changer vraiment fondamentalement dans nos professions, et communiquer, et avoir la porte ouverte. Et voilà. Donc, parce que voilà, j'ai le souvenir, j'ai travaillé dans une grande entreprise à la défense, etc. Les RH, il fallait surtout pas les déranger, quoi. Parce qu'il y avait trop de papier, trop de travail. Et c'est pas ça la mission, je pense, fondamentalement. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière remarque ou Oui. Hop. Merci. Rémi Lefebvre, Éducation nationale, donc je prends les remarques. Je voulais revenir, moi j'ai trouvé la conversation très intéressante, et je voulais revenir sur quelques éléments. D'abord, pour madame, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de recherche privée, même la recherche publique aujourd'hui de toute façon a des difficultés à se financer, et donc évidemment, il ne faut pas mélanger la technique ou la science avec la part de rêve. La part de rêve, elle est souvent utilisée simplement pour obtenir de l'argent. Donc on vous fait miroiter que des choses fantastiques et merveilleuses vont être faites très rapidement, ce qui est faux. On le voit pour les voitures automatiques, on devrait déjà y être et on est très très loin, au point que Peugeot nous dit que finalement, elle abandonne elle-même la question pour tout de suite, on verra plus tard. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a une part de rêve, et forcément, il y a des gens qui s'inquiètent de cette part de rêve qui est trop mise en avant. Donc moi en tout cas, ça ne m'inquiète pas. Et pour ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, l'intelligence rationnelle, moi non plus, enfin tout ce qui est rationnel pour moi ne m'inquiète pas, parce que ce soit l'intelligence humaine ou mécanique, c'est qu'un outil. Et un outil, simplement, ça peut être utilisé pour de bonnes choses ou de mauvaises. Quand vous avez dit, oui, on est dirigé normalement par les gens qui sont parmi les plus intelligents. Alors déjà, il y a plusieurs types d'intelligence, évidemment, mais même si on parle que d'intelligence scolaire, rien ne vous dit que c'est utilisé par une bonne personne ou une mauvaise personne. Quand vous êtes capable de comprendre avant les autres ce qui est en train de leur faire prendre une décision, bah vous pouvez utiliser votre petit pouvoir pour une bonne chose et les aider à se comprendre eux-mêmes, ou alors vous allez l'utiliser dans votre propre intérêt. Donc voilà, je voulais dire ça. Et il y avait une troisième chose que je voulais dire, c'était sur Netflix. Je regarde beaucoup Netflix, mais c'est pas ça le problème. Les enfants que j'ai donc en collège, ils ont donc l'âge que vous imaginez, et ils utilisent beaucoup Netflix, beaucoup Internet pour la musique. Et moi, je trouve ça formidable par rapport à ma génération, et pourtant j'ai que 33 ans. Ils ont accès à des séries du monde entier via Netflix. Produites, alors évidemment, il y a plein de navets produits par Netflix parce que Netflix a besoin de beaucoup de nouveautés très souvent. Mais à côté de ça, Netflix achète des séries dans tous les pays du monde et vous vous retrouvez à regarder des séries en espagnol sous-titrées, là où avant, en France, je vous rappelle, tout était absolument transformé en VF. Aujourd'hui, les gamins, ils sont au collège et ils apprennent les langues via ces séries. Et encore plus étonnant sur la musique, vous demandez à des élèves dans une classe de collège, et moi je suis en REP, hein, je suis pas en zone favorisée, et vous voyez des gamins qui vous disent que la musique qu'ils aiment, alors évidemment c'est pas tous, hein, mais la musique qu'ils aiment c'est la musique des années 20. Et là on se dit, ouais, mais alors pourquoi les années 20? Mais en fait ils ont accès à tout. Ils ont accès avec une facilité forcément énorme à la musique qui a été produite depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Avant, c'est plus dur parce qu'on n'a pas forcément d'enregistrement, et puis la musique classique, ça vient quand même plus avec l'âge, qu'on apprécie cette musique. Pourtant, tout le monde en écoute dans les films, et ça, tout le monde l'oublie, mais c'est pas grave. Et d'avoir des gamins qui adorent un domaine particulier, alors, ils cherchent aussi à se différencier entre eux, ce qui peut avoir ça peut être pour des mauvaises raisons. Mais il n'empêche que je trouve qu'il y a un côté merveilleux à ça. Voilà ce que je voulais dire. Oui, l'accès s'est démocratisé. Après, quand ils sont sur Netflix, les jeunes, est-ce qu'ils vont voir vraiment toutes les séries du monde entier ou est-ce qu'ils se contentent du blockbuster américain? C'est ça aussi la question. Et à quelle proportion? C'est super, je dis pas le contraire.
rebondir sur ce que vous disiez. Quand je préparais en amont cette table ronde, il y a une question que vous posiez, c'était quelles étaient les actions fondamentales à mettre en place, etc. etc. Et je ne peux pas m'empêcher de réagir par rapport à ce que vous avez dit. Les actions fondamentales, j'avais envie de faire un gag là-dessus. La question avait été posée, quels sont les 3 critères majeurs, c'était aux entreprises Paul, les boulangers. Quels sont les 3 critères majeurs pour vous implanter? Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou si c'est une légende. Et puis le gars avait répondu, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et j'aurais envie de dire moi un peu la même chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Éduquer, éduquer, éduquer. Mais pas comme on éduque aujourd'hui. Éduquer un peu différemment. Ça, je pense que voilà. S'il y a 3, mais c'est sous une forme de boutade, mais je crois que c'est vraiment la clé je crois qu'il n'y a rien de plus important que la qualité de l'éducation, quoi. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est déficiente, sur certains aspects en tout cas. Oui, pour revenir à ce que vous disiez, la remarque de est-ce que Netflix, finalement, les jeunes n'iraient pas voir que des blockbusters? Encore une fois, je pense qu'on revient à ce qu'est la politique et des décisions à prendre tous ensemble. La semaine dernière, Mark Zuckerberg a publié une lettre très importante dans plein de pays de façon, je crois que c'était ce week-end, sur 4 grands axes. Ce qu'il dit grosso modo, c'est Facebook ne peut pas tout seul mettre en place des comportements éthiques. Récemment, ils ont dit que les blancs suprémacistes américains n'avaient plus le droit de publier grosso modo sur Facebook. Il dit c'est pas à nous de prendre ce genre de décision. Il faut qu'on régule ça, qu'on concerte, et l'État français dans sa lettre mentionne, qui a beaucoup travaillé avec lui, RGPD, donc la régulation au niveau européen. Il dit dans la lettre qu'il faut s'en inspirer, et je pense que c'est pareil pour Netflix. Le problème c'est génial Netflix, et comme vous l'avez dit très bien, énormément de gens ont accès à des séries auxquelles ils n'auraient pas eu accès il y a peu de temps, et même dans d'autres langues. La question c'est, on les influence pour aller voir quelle série, quel film. Est-ce qu'on les influence pour voir un blockbuster plutôt, ou plutôt une série? Et ça, en fait, dans les algorithmes, il y a toute une partie cognitive liée à ce qu'on appelle le nudge, etc. C'est un petit coup de pouce. C'est qu'est-ce qu'on met en avant, en fait, de façon toute simple. Tout en haut de Netflix, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le blockbuster qui va apporter plus d'argent, parce que le reward, ça va être l'argent. Ou alors, est-ce que ça va être pour l'éducation? Et ça, je pense qu'il peut y avoir des décisions prises de façon politique, avec nos gouvernements, et même au niveau français, simplement, pour avoir des politiques de dire en dessous de tel âge on met en avant plutôt aussi tant de pourcentage de choses culturelles et pas forcément donc je pense que tout ça c'est des plateformes, c'est des moyens, et qu'ensuite c'est à nous de prendre conscience de tout ça et d'en parler au niveau politique, en fait, simplement de réguler comme toujours. Une chose particulière par rapport à l'intelligence artificielle, ça, j'ai l'impression qu'on se pose quand même beaucoup plus les questions maintenant avant, alors qu'autrefois on se serait posé les questions pour les technologies bien après, un petit peu trop tard. Fatma, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place demain pour que les choses évoluent favorablement? Éduquer, réguler, travailler ensemble, effectivement. Et il est encore temps, en fait, carrément de réguler tout ça, de mettre en place des luttes contre tout ce qui est biais. Par exemple, nous, fondamentalement, dans nos algorithmes, des choses qui peuvent arriver, c'est les biais de genre sur des choix de métiers. Nous, dans notre population, on a 70% de filles. Et du coup, notre algorithme qui apprend des métiers qui sont likés ou pas likés va avoir tendance à mettre de côté la surprise. et pourquoi pas le déclic? Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de lutter. Et du coup, on met en place un comité éthique, un comité scientifique pour réguler ça. C'est s'entourer. Très bien. Et Amine, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors on a dit éduquer, hein, et c'est très important de revenir dessus. Tout est sur vos épaules. Non, pas tout quand même. il y a des aspects, notamment on pose la question Netflix, qu'est-ce qu'on remet en avant, etc. Clairement, l'expert technologique, celui qui maîtrise la technologie, doit aussi se poser ce genre de questions, parce que, in fine, encore une fois, donc l'intelligence n'est pas intelligente, enfin l'IA n'est pas intelligente, elle optimise bêtement, et en fait c'est nous qui allons décider ce pourquoi on optimise. Donc c'est ce qu'il disait, c'est est-ce que j'ai optimisé pour tel ou tel objectif? Si j'optimise pour du clic,
je ne vais pas forcément faire remonter du contenu intelligent. Je vais faire remonter des titres accrocheurs. Et en plus, les gens qui créent le contenu vont s'adapter à l'algorithme pour essayer de court-circuiter et apparaître en premier dans les résultats. Donc il y a aussi une part j'irai pas jusqu'à dire remise en question du métier, mais en tout cas les experts techniques doivent aller au-delà de l'expertise technique et vraiment se poser des questions sur les aspects éthiques, l'impact de leur travail, etc. C'est des choses qui sont de plus en plus mises en avant, notamment comment contourner les biais des algorithmes, comment rajouter de l'équité dans les algorithmes, etc., etc. Tout ça, c'est des questions qui sont activement étudiées aujourd'hui. Comment est-ce qu'on optimise les algorithmes? On a aussi ces questions-là qui sont étudiées par des chercheurs. Il y a des conférences internationales sur ces sujets-là aussi aujourd'hui. Mais on en est encore qu'au début. Mais c'est une bonne chose aussi, je pense, que ce soit fait maintenant, parce que clairement, ces algorithmes-là vont être amenés à être de plus en plus prégnants. Donc, encore une fois, c'est est-ce qu'on subit la technologie ou est-ce qu'on se l'approprie et qu'on la maîtrise? Parce que la technologie en elle-même ne fait rien. Ce qui va découle du fait qu'on ait fait des bons ou des mauvais choix. Et voilà, donc encore une fois, il n'y a pas d'intelligence artificielle au sens de il y a une intelligence qui va venir et décider de choses et ça. Non, c'est nous qui mettons en place les choses, c'est nous qui choisissons les données sur lesquelles on va entraîner, c'est nous qui choisissons les fonctions qu'on va optimiser, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, l'ANAE organise à Bordeaux le 15 juin un colloque sur l'éthique auquel vous êtes invité à participer sur les réseaux sociaux ou en vrai à la Cité des Sciences de Bordeaux, pour information. Parce que c'est des sujets effectivement qui se traitent à l'international et aussi en France. Merci à tous d'être venus un lundi matin discuter de ces sujets-là. Merci mille fois. Et puis on peut continuer les échanges de manière informelle maintenant et sur les réseaux aussi. Avec plaisir. Merci.